Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Sébastien Le Goff qui est directeur général de l'association Les Tout Petits. Donc c'est une association en région parisienne d'une douzaine d'établissements qui accompagne des personnes en situation de handicap et ensemble on va parler d'un projet qui consiste à inclure, à favoriser l'inclusion des enfants polyhandicapés à l'école, donc en milieu ordinaire à l'école. Avant d'aborder le sujet de comment on fait, les limites, les freins, ce que ça peut apporter d'extraordinaire, je vous propose de vous présenter. Bonjour, de toute façon, merci pour cette invitation. Alors, Sébastien Le Goff, directeur général de l'Association des Tout-Petits, puis je le précise, c'est aussi vice-président du groupe Polyhandicap France, qui va montrer un petit peu le sujet dont on va discuter tout à l'heure. L'Association des Tout-Petits, en quelques mots, elle a bientôt 60 ans. C'est une association qui est implantée en région Île-de-France, qui accueille près de 450 enfants, adolescents et adultes sur 14 établissements et services sur la région. On est près aujourd'hui de 700 professionnels qui accompagnent des enfants qui sont alors pour le coup beaucoup polyhandicapés, adultes aussi, mais aussi dans le cadre de la protection de l'enfance et des troubles TSA. Voilà globalement, on va dire le périmètre de l'association. Après, l'association, c'est quand même, elle a un triple objectif pour moi. Le premier, on va dire que c'est d'accompagner toutes ces familles voilà, les familles, les enfants et les adolescents. Le deuxième objectif, quand même, qui est pour nous assez important, c'est de pouvoir faire en sorte de créer des nouveaux établissements, de pouvoir diversifier l'offre et d'offrir des solutions à ceux qui n'en ont pas. Et le troisième objectif de l'association, qui est un positionnement très militantisme, pardon, ça va être d'être présent dans l'ensemble des instances et lieux à la fois euh, au niveau très local avec les mairies, mais aussi au niveau de la région, puis une implantation nationale à travers des discussions et une représentativité des personnes polyhandicapées dans le cadre des instances type CNH, type euh, CNCPH, enfin voilà, l'ensemble des instances nationales qui permettent aujourd'hui de pouvoir avoir une politique publique sur le handicap et le polyhandicap. Je me posais la question parce que le nom de l'association, Les Tout Petits, je vois des masses, des femmes, il y a des adultes, donc ils sont plus tout petits. Euh, et ça m'amène à la question, quelle est l'origine de l'association? Est-ce que c'est plutôt parents, institutions? Et après, on imagine que du coup, ça s'est développé et que peut-être en partant des enfants, après, les enfants grandissent et du coup, on continue d'accompagner. Et voilà. En fait, voilà. C'est quoi l'origine et... L'origine, alors aujourd'hui, l'association n'a de tout petit que son nom. Maintenant, je dis ça, mais l'origine de l'association, ce n'est ni un parent, ni un professionnel. C'est une dame qui s'est dit qu'elle allait s'occuper. On parlait à l'époque des indigents, des personnes, des enfants dont personne ne voulait. Donc, elle a créé ce qu'on appelle une pouponnière, où elle accueillait aujourd'hui, on appelle ça les enfants polyhandicapés. Et en fait, l'association a grandi avec la volonté des parents. Donc, ce n'est pas une association parentale, mais l'association s'est développé puisque les parents ont décidé de créer des établissements pour leurs enfants au fur et à mesure que les années avançaient. Donc, l'autre établissement qui a été créé après la pouponnière, ça a été un EAP, un établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés, puis des MAS, maisons d'accueil spécialisées. Et ça, tout ça sur la volonté des parents de pouvoir toujours offrir une place et sécuriser, on va dire, un parcours pour leur enfant qui soit le plus adapté possible, en fait. Puis c'est diversifier l'offre sur la question des SAMSA, des CESAD, et puis tout un pan sur la protection de l'enfance, puisqu'on a quand même un placement familial qui aujourd'hui offre une activité aussi qui permet à des familles qui ont des enfants handicapés de pouvoir trouver un relais ou une solution. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il y a la question des solutions, du zéro sans solution, tout ça, est-ce qu'aujourd'hui, en Île-de-France, tous les enfants ont une solution? Alors, non, tous les enfants n'ont pas de solution, c'est assez évident. Quand on parle du polyhandicap, aujourd'hui, il y a 10 000 personnes qui n'ont pas de solution sur le territoire national.
C'est-à-dire qu'il y a 10 000 personnes, enfants ou adolescents, qui ne trouvent pas dans le service de droit commun, dans les possibilités d'offres dans le champ du handicap médico-social, voire de la santé, une possibilité d'accompagnement. Donc, c'est 10 000 personnes qui se retrouvent au domicile réellement sans solution. D'accord, c'est aucune solution, c'est pas une solution, on va dire, alternative en Il y a- attendant, qui est pas la solution, on va dire, attendue optimum, c'est vraiment, il n'y a rien en fait. Donc les Il n'y gens a sont chez rien eux. du tout. Il y a rien du tout. Donc voilà. Il faut savoir que sur un établissement type, un service type SAMSA, ou alors CESAD, c'est un établissement qui accueille des enfants autistes, on a 120 enfants qui sont en liste d'attente. Ça, c'est à Paris. Et une masse, moi j'ai arrêté de compter en nombre de personnes, je compte en années. C'est un minimum de 3 ans d'attente. Donc, voilà. L'offre aujourd'hui sur le territoire national est extrêmement restreinte par rapport aux besoins. Il faut savoir que l'Île-de-France, en plus, est le département et la région, pardon, la plus sinistrée en France en matière d'offres. D'accord. Et d'un point de vue politique, moi c'est un sujet que je maîtrise moins. On est plus sur le versant personnes âgées où, au niveau de l'offre, c'est pas tant une problématique d'offre et d'établissement, c'est plutôt une problématique de moyens pour vraiment faire tout ce qu'on veut dans les établissements. Mais au niveau politique, du coup, est-ce qu'il y a des projets, des programmes du coup d'ouverture ou même de nouvelles solutions si on veut pas ouvrir d'établissement ou est-ce qu'il se passe rien? Alors, au niveau politique, il ne se passe pas rien, parce que s'il ne se passe rien, ça veut dire que nous, on fait rien. Donc, il ne se passe pas rien. Par contre, aujourd'hui, au niveau politique, on parle plus de transformation de l'offre. On n'est plus dans ce développement de l'offre. On est vraiment sur cette possibilité aujourd'hui de pouvoir réhabiliter un accompagnement au regard des besoins bien spécifique d'une population. Je m'explique, c'est-à-dire que on transforme nos établissements en plateforme, on transforme nos établissements en parcours, on transforme l'accompagnement en se disant que la notion principale devient non plus un agrément, mais devient le besoin primordial d'une personne. Donc, de pouvoir aller d'un établissement à un autre sans forcément avoir un agrément fiché MDPH. Euh, voilà. Malgré tout, au niveau politique, la question de l'offre au niveau de la santé, même au niveau du grand âge et au niveau du handicap, reste quand même extrêmement restreinte et très peu financée. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Donc, voilà. On ne Ouais, créera plus aujourd'hui au niveau politique des établissements type masse avec 46 places pour personnes polyhandicapées. On créera ouais. des solutions alternatives, Malgré le fait qu'il y ait 10 000 personnes qui sont en attente. malgré le fait qu'il y ait 10 000 personnes qui sont en attente. Et 10 000 personnes, ce n'est que 10 000 personnes dans le champ du polyhandicap. Oui, en plus. Ok. Je ne vous parle pas de l'autisme qui est encore pire, je ne vous parle pas enfin, qui est encore pire en matière de personnes qui sont sur le carreau. Voilà, mais Oui, parce que l'impact qu'il peut y avoir derrière pour les familles entre l'épuisement, l'impact sur la vie des gens, enfin, il y a la personne qui doit être accompagnée, mais après, c'est l'impact sur toute une famille, en fait. Donc, mais il c'est y a, encore plus oui, alors c'est ce dramatique. qu'on appelle les aidants. Alors, c'est là où je vous dis, au niveau politique, on a commencé à constater cette nécessité de pouvoir soutenir les aidants à plusieurs niveaux. Alors, on parle de question du répit, donc de pouvoir offrir des solutions alternatives, de pouvoir faire en sorte que les enfants ou les adultes puissent pouvoir bénéficier d'un temps donné, donc ça peut être une semaine, une heure, un week-end, dans un établissement dédié, ce qui permet aux familles ou aux aidants de pouvoir avoir du temps libre et de souffler. On parle aussi de rémunération des aidants, ce qui n'était pas le cas à un moment donné. Donc, il y a vraiment un investissement. Il y a eu la journée des aidants. Donc, c'est vrai que nous, on travaille énormément sur l'idée qu'aujourd'hui, il n'y a peut-être pas de solution qui est offerte par, on va dire, l'État ou en tout cas les pouvoirs publics. Par contre, les gens qui sont en situation d'aide et d'accompagnement puissent trouver quand même un relais, et un peu de souffle pour pouvoir accompagner leurs enfants. Là, oui, c'est des sujets qui sont super important. Si on revient sur notre sujet, donc l'inclusion des enfants polyhandicapés à l'école, en quoi, parce que en quoi c'est lié aux problématiques qu'on vient d'évoquer, que ce soit le fait d'apporter des solutions, le fait d'apporter du répit, est-ce que c'est un moyen justement d'apporter des solutions supplémentaires pour toutes les personnes qui n'ont pas de solution, ou est-ce que c'est plutôt une logique d'évolution de l'offre? Alors, je ne sais pas si ça apporte une solution en matière d'offres en Ça matière de rajoute plainte. pas de place et d'options, quoi. C'est de Voilà, la moi je pense transformation. qu'en tout cas, c'est une logique en matière d'évolution des sociétés, des mentalités de la société. C'est surtout ça pour moi qui m'intéressait quand on a créé les unités. C'est-à-dire que le droit commun dit que tous les enfants de la République peuvent aller à l'école.
tous les enfants. Aujourd'hui, l'école doit pouvoir accueillir n'importe quel enfant. Donc, il y a eu beaucoup de classes, ce qu'on appelle des unités d'enseignement intégrées ou externalisées, qui se sont créées pour les enfants autistes. Bon, voilà, c'est ce qui est excessivement bien. C'est un travail qui a été fait sur le plan autisme sur ce niveau-là. On ne s'est jamais intéressé aux enfants polyhandicapés puisqu'on s'est toujours dit, et ça, je ne vous parle pas d'il y a 20 ans, je vous parle d'il y a 5, 6 ans, à quoi bon les emmener à l'école? C'est-à-dire la question de l'apprentissage, est-ce que vraiment il y a une nécessité que ces enfants-là aillent dans l'école? Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est est-ce que vraiment il y a une utilité à ce que les enfants polyhandicapés viennent dans les écoles dites ordinaires, puisque finalement, on va dépenser beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Quand on parle d'école, on parle de réussite scolaire, hein, souvent. Et nous, on parle plus forcément de réussite scolaire, mais on parle bien de pouvoir accéder aux apprentissages dans les services de droit commun, en l'occurrence l'école de la République. C'est un peu le credo qu'on a lancé avec le groupe Polyhandicap France, avec l'association. On a alerté les pouvoirs publics en rappelant cette histoire de droit en fait fondamental qui est vraiment de pouvoir accéder à l'école de la République. Et donc, on a créé avec la DGESCO, enfin, c'est le service de l'éducation nationale au niveau opérationnel, ce qu'on appelle le cahier des charges des unités d'enseignement externalisées. Et à travers ce cahier des charges, on a pu poser tous les grands principes fondamentaux de comment une école dite ordinaire peut accueillir ou doit accueillir des enfants d'une extrême vulnérabilité en son sein, en fait. Ouais. En fait, ça paraît logique, évident. L'école, c'est à la fois obligatoire, mais c'est pour tout le monde. Sauf qu'un enfant polyhandicapé qui a besoin peut-être de soins, d'une surveillance, qui est en fauteuil et tout ça, en fait, juste comment on fait à l'école, parce que l'école n'est pas du tout staffée, organisée. On peut parler juste d'accessibilité, qui est finalement, je pense, une toute petite partie du problème, mais c'est surtout derrière, ben, quelle équipe, quel accompagnement, quelle culture. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place. Il y a 3 fondamentaux pour moi qui ont été nécessaires. Le premier, ça a été le partenariat entre éducation nationale et médico-social. C'est-à-dire de pouvoir essayer de travailler la notion, non pas de la réussite, mais de l'accès aux apprentissages. Je dis ça parce que vraiment, l'éducation nationale, c'est pas une critique, mais forme ses élèves de la primaire aux grandes écoles sur une notion de réussite. Nous, la question de l'accessibilité, c'est de pouvoir faire en sorte que les enfants polyhandicapés puissent avoir accès aux apprentissages dans un système de droit commun et de façon inclusive. Ça s'explique comment? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos enfants qui vont à l'école ont une classe dédiée avec du matériel dédié, ont vraiment dans l'école leur endroit à eux, avec un enseignant de l'éducation nationale qui est dédié, qui est spécialisé dans l'apprentissage pour les enfants handicapés et plus particulièrement les enfants polyhandicapés. Les organismes gestionnaires mettent à disposition, c'est là tout le lien, un éducateur spécialisé qui vient accompagner cette classe-là. Et on est sur des groupes maximum de 6 enfants. On ne va pas être sur des grandes classes, c'est vraiment 6 enfants. Et je vous dirais que c'est très rare quand on a les 6 enfants, puisque on n'est pas à l'abri d'une crise d'épilepsie le matin, pardon, d'un enfant qui a été hospitalisé, d'un état de mal. Donc voilà. C'est des sessions de classe, c'est des sessions de vie ensemble qui sont relativement restreintes par rapport à une journée, c'est-à-dire qu'on arrive à 10 heures au moment de la récréation. L'idée, c'est que ces enfants polyhandicapés puissent partager un temps d'échange avec les autres enfants. Et là, aujourd'hui, on se rend compte que les enfants, les enfants dits ordinaires ou normaux, poussent les fauteuils, jouent avec eux, viennent les voir. Alors, on ne va pas faire un foot et une balle aux prisonniers avec les enfants polyhandicapés, mais en tout cas, il y a un réel échange. Il y a des temps de classe où ils sont que entre eux, et puis on appelle ça des temps inclusifs, c'est-à-dire que les enfants handicapés ou polyhandicapés vont dans des moments de classe sur les autres classes des enfants dits ordinaires. Ils vont partager l'activité bibliothèque, ils vont partager une sortie, ils vont partager une activité théâtre. C'est comme ça qu'on a essayé d'allier la question du médico-social, l'extrême vulnérabilité. Il faut savoir que c'est des enfants qui ont un côté soins et sanitaire extrêmement important, donc il y a beaucoup de rendez-vous à ce niveau-là, et la question de l'inclusion dans l'école. La dernière étape, c'était la question de la cantine, de pouvoir partager un repas avec eux. Ça a été aussi tout le travail d'appropriation de toutes les équipes de la mairie, de pouvoir se dire qu'il y a des enfants qui ne vont pas manger le repas comme on mange avec son plateau, mais avec des gastros. Donc voilà, donc ça a été ce grand travail, en tout cas, d'appropriation entre l'éducation nationale et les organismes gestionnaires. L'autre chose, c'est la ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une école appartient à la ville. Et donc, c'est tout le travail de travaux, c'est tout le travail d'accessibilité qu'une ville doit pouvoir engager quand elle s'engage dans un projet d'unité d'enseignement externalisé.
Ouais, pour que le bâtiment il soit ancien, c'est très compliqué. Moi, je trouve ça génial, mais il n'y a pas de mais. En fait, c'est parce que en fait, on fait de l'IME, on le délocalise un petit peu dans l'école. Mais finalement, au niveau pédagogique, tout ça, en fait, on change rien. Vraiment, le principe, c'est vraiment la notion d'inclusion et qui est cette notion de partage avec les enfants de l'école, les enfants de l'IME, et qu'à un moment, ils se croisent, parce que sinon, ils se croiseront jamais, en fait. Et là, du coup, au quotidien, à travers des temps de partage, d'échange, parce que ouais, c'est les temps même de socialisation, de vie sociale, en fait. C'est la récré, la cantine, certains temps Certainement, ouais. d'école. Et ça, en fait, c'est ça. Et du coup, on est vraiment dans de l'inclusion. Il y a vraiment ça. Il y a aussi pour les parents de ces enfants-là. C'est-à-dire les Ah parents de oui. ces enfants-là de pouvoir se dire que mon enfant va à l'école. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait en sorte que les tournées de taxi, on appelle ça les tournées de taxi, déposent l'enfant non plus à l'institution, mais les déposent directement devant l'école. De pouvoir être parent d'élève dans une école. Enfin, il y a des parents qui nous ont dit, mais pour moi, c'était inenvisageable de pouvoir faire partie du comité des parents d'élèves de l'école de mon enfant. Tout ça, enfin, c'est-à-dire de pouvoir voir son enfant avec d'autres copains. Il y a des enfants qui ont été invités à des anniversaires d'enfants ordinaires. En fait, on reprend une vie dite ordinaire avec cette spécificité qui doit s'adapter quand même à des besoins extrêmement spécifiques des enfants polyhandicapés. Ouais, je vois l'idée. J'abuse en disant ça, mais est-ce que ça fait pas encore plus de bien aux parents qu'aux enfants? Je ne sais pas si ça fait plus de bien aux parents ou aux enfants, puisqu'il y a certains parents qui sont extrêmement contents et d'autres qui étaient extrêmement angoissés. Ah oui, C'est-à-dire oui, mais de c'est la pouvoir rançon du truc. Mais ils arrivent angoissés, mais ils finissent contents. Donc en fait, ils finissent ça contents. va. Oui, oui, peut-être. Je ne sais pas si ça leur fait du bien. Et puis, je vous dirais, si ça leur fait du bien, c'est chouette. Oui, oui, non, mais carrément. À la fois sur, c'est pas du répit, parce que oui, il y a l'angoisse peut-être encore plus, se dire on change de cadre, on est peut-être dans un cadre moins sécurisant. Par contre, ouais, juste d'un point de vue, je sais pas si émotionnel, c'est le bon terme, mais oui, de se dire juste, ils vont à l'école, ils sont, ouais, cette notion plus d'inclusion et de moins marquer la différence, en fait. Alors, la différence, C'est l'idée, super. c'est surtout pas de. Moi, je ne veux pas moins marquer la différence. C'est surtout pas de la supprimer, de la. Voilà, je pense qu'avec la différence, on peut tous vivre ensemble. C'est un peu différent. Donc, l'idée, c'est que ces enfants sont différents, peut-être. Enfin, non, sûrement, ils sont évidemment différents. Par contre, ça n'empêche pas qu'ils puissent vivre comme tout le monde, c'est-à-dire dans un espace du droit commun, dans la société, dans l'école de la République. Et je pense que l'école de la République, elle n'a pas d'autre choix aujourd'hui que d'ouvrir ses portes à tous. Ouais, Et non, puis, bien sûr. pardon. On arrête de sectoriser et d'isoler. C'est ça qui est bien. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous faites la même chose qu'à l'IME, sauf que ça change tout parce que c'est pas à l'IME, c'est à l'école. C'est à l'école et après, il y a quand même une petite nuance, mais que je vous expliquerai peut-être un peu plus tard. Ce qui est important dans cette notion d'inclusion, parce que vous avez insisté là-dessus, c'est ce que nous, on appelle aussi l'inclusion inversée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les écoles, les enfants, on ouvre les portes, ça permet aussi d'ouvrir les portes des établissements médico-sociaux. C'est-à-dire que les enfants viennent aussi dans nos établissements, viennent profiter parce qu'on a la chance d'avoir un gymnase, d'avoir des grands espaces qui permettent de pouvoir faire plusieurs activités. Et aujourd'hui, c'est aussi au médico-social d'ouvrir ses portes à la société. C'est pas simplement d'aller vers, mais c'est aussi de recevoir. Et je pense qu'aujourd'hui, on se trompe toujours dans l'idée que c'est à la société d'ouvrir nos portes. Non, je ne suis pas toujours d'accord. C'est-à-dire que la question de l'inclusion, c'est une inclusion réciproque. Bien sûr. Ouais, on disait, moi, je suis plutôt orienté personne âgée. Et on a cette question-là qui est difficile à mettre en place sur la notion aussi d'inclusion avec l'EHPAD qui a une mauvaise image, mais en même temps qui communique pas et qui est fermé. Donc, en fait, on voit que ce qu'on voit à la télé et on voit pas ce qu'il y a en vrai à l'intérieur. Et du coup, c'est un vrai problème, mais c'est difficile. Et là, du coup, si en plus vous le faites dans ce sens-là, c'est comment aussi on fait évoluer les représentations. Et ça, c'est super important, en fait. Ben, c'est créer une fête de l'école d'une classe ou de deux classes dans un établissement médico-social. Donc, c'est Ouais. faire venir aussi les parents, faire venir les enfants des classes dans nos établissements. L'idée vraiment aujourd'hui, c'est de se dire que le handicap fait partie de la société, qu'il y a des besoins extrêmement spécifiques, mais que la société, elle est globale et doit être soutenante pour tous. C'est fini, je pense, le temps des établissements qui étaient au fin fond des bois et qui étaient cachés parce qu'on avait des personnes handicapées. Je pense qu'aujourd'hui, il faut justement ouvrir tous ces grands parcs à tous, en fait. Donc, voilà, enfin, on a fini de cacher nos enfants, en fait. Ouais, mais c'est vraiment le changement de.
d'approche, mais qui est super intéressant. On a beaucoup parlé donc des avantages. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres belles choses que vous avez pu constater, peut-être qui n'étaient pas prévues, mais que vous avez découvert en allant? Alors après, ce qu'on constate, c'est aussi l'épanouissement des enfants, c'est-à-dire la capacité à pouvoir être en situation de classe et d'apprendre peut-être, alors je ne sais pas si c'est plus vite, mais en tout cas d'apprendre différemment. Et puis on va vraiment à l'école. On voit qu'il y a une forme d'excitation chez les enfants de se dire on sort des établissements, on sort de chez nous pour aller vers une école et retrouver d'autres personnes qui ne sont pas des enfants, qui ne sont pas nos copains au quotidien. Il y a quand même une très grande limite, c'est-à-dire que dans cette ouverture, on va dire, puisqu'on en a créé une deuxième il n'y a pas très longtemps qui a été inaugurée par Aurore Berger et c'était plutôt chouette, mais on a rappelé quand même à un ministre que cette possibilité d'école dite inclusive ou d'unité d'enseignement externalisée, elle est valable que pour 10% des enfants. Et pour moi, ce qui est important, c'est que 100% des enfants puissent avoir accès aux apprentissages, puisque je le rappelle, on est sur des enfants qui sont extrêmement vulnérables, qui sont pour certains très médicalisés. Pour certains, on ne va pas se mentir, qui ont 7, 8, 10 ans, mais qui sont en soins palliatifs, mais pour autant doivent pouvoir avoir accès aux apprentissages. Et l'apprentissage, ils doivent se faire dans les établissements. Pardon. Ouais. Je me pose cette question, on a parlé de la crise d'épilepsie. Comment vous faites pour staffer pour 6 enfants, une infirmière qui va être présente, qui va pouvoir réagir dans l'école? Alors pour le coup, on n'a pas d'infirmière dans l'école, par contre, on est à proximité de nos établissements, c'est-à-dire que le principe, c'est que l'école n'est vraiment pas loin. Elle est à 2 minutes en voiture et 10 minutes en fauteuil. Enfin, quand je dis en fauteuil, c'est quand on y va à pied. Donc voilà, donc si on Ouais, a un c'est besoin. problème médical, on a nos médecins, on a les infirmières qui sont vraiment pas loin et c'est un principe fondamental pour nous d'être pas loin de notre staff. Oui, bien sûr. Mais ce qui fait que vous pouvez pas, du coup, enfin, vous êtes vigilant sur l'aspect, vous jouez la carte bénéfice-risque, en fait, en disant, si le risque il est faible, ça passe, parce que de toute façon, c'est peu probable qu'il y ait une situation d'intervention. Par contre, quand le risque il est plus élevé, du coup, vous allez moins prendre le risque et peut-être moins orienter les enfants vers l'école, ce qui fait que ça ne correspond pas à tout le monde. Alors pour le coup, il n'y a pas une histoire de risque, il y a une histoire de possibilité. C'est-à-dire que tous les enfants ne peuvent pas y aller. C'est pas qu'une histoire médicale en fait. C'est-à-dire D'accord. que ouais, c'est pas qu'une histoire médicale. Parce que le risque médical, il peut être aussi assuré par l'éducateur qui connaît très bien et sait gérer les crises d'épilepsie, entre autres. C'est Ouais. très bien. Voilà. Après, on a quand même des enfants qui sont aujourd'hui alités, qui peuvent pas extrêmement bouger, enfin voilà, on est vraiment sur d'autres types Ouais, d'accord. de problématiques qui empêcheraient un enfant de pouvoir aller à l'école. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète, c'est que l'éducation, le droit aux apprentissages, il est pour tous. On a 2 instituts spécialisés pour 62 enfants. 2 instituts spécialisés pour 42 enfants. Donc, c'est une classe de 62, 20, 62 enfants. 62. Donc, en gros, c'est une classe de 30 classique. C'est une On classe de n'a pas 30 pris en compte. sachant qu'on ne prend pas du tout en compte la notion de handicap. Ouais. Donc, aujourd'hui, il Oui, nous ça faudrait marche. beaucoup plus de temps d'enseignants spécialisés. Ok. Et les enseignants spécialisés, c'est quoi le problème? C'est on les finance pas ou il y en a pas? Les deux, Ou les il n'y deux? en a pas parce qu'ils ne sont pas financés. D'accord. On Non, non, c'est pourrait. C'est compliqué. C'est d'accord. compliqué. Et je pense que la priorité aujourd'hui de l'éducation nationale, et puis on le voit au niveau européen, on le voit sur la déclinaison nationale, c'est de faire en sorte que tout le monde, et vous avez parlé des IME, tout le monde aille à l'école de la République. Et en fait, tout le monde ne peut pas y aller, vraiment pas. Vraiment pas. Ouais. Donc voilà. Hmm. Donc aujourd'hui, on va mettre beaucoup de moyens sur les écoles. Dans les écoles, on va mettre moins de moyens dans les établissements médico-sociaux. Hmm. Ouais, ce qui peut être une erreur parce que dans certains cas, ça marchera pas et peut-être qu'on va se mettre en échec et en difficulté tout seul parce que juste c'est pas possible. Bah, on se met forcément en échec, en difficulté, puis je pense qu'on nie quand même toute une frange de la population d'enfants qui peuvent pas apprendre à l'école. À l'école. Ouais. Et qui eux vont se retrouver encore plus à l'écart. Et qui, eux, vont se C'est retrouver ça. encore plus à l'écart. Donc, voilà. Et Ouais. que, en effet, pour un institut, alors c'est mal dit, mais pour l'éducation nationale, oui, tout le monde ne va pas réussir tel qu'on l'entend. Par contre, la réussite peut être bien différente et tout aussi gratifiante avec un enfant polyhandicapé, même s'il ne va pas faire bac+5. Voilà. Ouais, bien sûr. Euh, C'était la deuxième partie que je voulais aborder, mais du coup, ça passe en trois, c'est pas un souci. C'est euh, une asso, un établissement qui veut aller vers l'inclusion des personnes, des enfants en situation de polyhandicap vers l'école. Comment on fait?
c'est quoi les leviers, les points clés, les réticences, les sujets à éviter? En gros, quelles difficultés vous avez vécues et comment vous les avez contournées? Alors déjà, il y a une question de volonté des pouvoirs publics, c'est-à-dire que ça coûte cher à financer. Il faut savoir qu'une unité d'enseignement pour 6 enfants, c'est 100 000 euros. D'accord. Euh, c'est ce que va dépenser l'ARS. Ça ne compte pas le budget de l'éducation nationale et ça ne compte pas le budget d'une ville qui va voter des travaux pour une école. Donc, il y a quand même une volonté, au-delà d'une volonté idéologique, politique et tout ce qu'on veut, il y a une nécessité financière. Donc, Ok. Et dans l'ensemble, qu'est-ce qui fait que ça coûte plus cher? Parce que les effets, il peut y avoir des travaux, tout ça, mais la notion d'effectif, j'imagine que ouais, il faut un peu plus de monde parce qu'on va faire un groupe en plus, mais qu'est-ce qui coûte là-dedans? 100 000 euros, ça correspond à deux professionnels du médico-social, un éducateur spécialisé et une AMP. Ça correspond à du Ouais. matériel adapté. Ça correspond au transport. C'est en fait l'enveloppe qu'on s'est dit nécessaire pour que cette classe puisse être viable. Donc ça a été la première difficulté de se dire, en fait, ce qu'on va faire, ça a un intérêt, mais ça va vous coûter de l'argent. Il faut savoir qu'en Île-de-France, il y a une unité d'enseignement externalisée pour personnes polyhandicapées par département. Donc il y en a Ouais. très peu. Il y en a C'est très très peu. lourd. Ouais. Donc voilà. Alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Ouais, on pourrait. Ok. Ouais, non, euh, ok. Donc, Est-ce qu'il y a eu des réticences? Donc, il y a la question des moyens. Ok, il faut une ambition. Au niveau de l'école, est-ce que. Comment on fait? Parce que, je sais pas, moi, je suis directeur d'une école. On me propose un projet comme ça, on me dit, il faut faire ça. Je me dis, je vois l'intérêt, c'est cool, mais je me dis, c'est du boulot. Est-ce que ça va passer? Comment on va faire? Et, enfin, je vois aussi beaucoup de galères qui peuvent se profiler. Donc, je suis d'accord comment avec on vous. en sort? Finalement, ça mobilise l'équipe éducative de l'école, l'équipe pédagogique, pardon, les instituts de l'école de façon assez sporadique parce que c'est pas ces instituts-là qui seront en charge de ces enfants. Ce sont vraiment Ok. notre institut spécialisé et notre équipe médicale. Ce qui a été le plus dur dans une des écoles, ça a été de convaincre non pas les enfants, non pas les parents de l'école. Quand je dis les parents et les enfants, c'est les enfants ordinaires et leurs parents. Ça a été de convaincre l'éducation nationale de nous laisser une salle. C'est-à-dire que dans cette école-là, il y avait une salle de disponible et donc de la laisser à disposition d'un projet qui était le projet d'une école pour enfants handicapés. Et de deux, c'était tout le travail et toute l'angoisse, et c'est là où on parle de formation au niveau de l'éducation nationale, d'accueillir dans des murs des enfants handicapés. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est notre responsabilité? Comment ça se passe si on a un problème? Même si on a toujours dit qu'ils étaient accompagnés, qu'ils n'étaient jamais seuls. Et voilà. Et ce qui était intéressant dans tout le travail pédagogique qu'on a monté avec eux, ça a été la notion de formation. Et ce qu'eux disaient, c'est qu'ils ne sont pas du tout formés, contrairement à ce qu'on croit. On veut absolument que l'école accueille des enfants handicapés. Pour autant, les instituteurs aujourd'hui ne sont pas du tout formés à la question du handicap, à l'accueil des enfants handicapés. Et là, Ouais, pour le c'est coup, ça a clair. été un vrai frein. Ça a été un vrai frein. Ouais, d'accord. Plutôt lié à l'angoisse et à la responsabilité. C'est marrant Plutôt parce que lié c'est à souvent ce l'angoisse, sujet-là. ouais, plutôt lié à l'angoisse, à la responsabilité. Il a fallu quand même, on n'a pas, il a fallu une bonne année en fait de travail pour que chacun puisse trouver ses marques et être rassuré à chacun de son côté. Ok. Oui, ça m'étonne pas après. Mais c'est parce que c'est un saut dans l'inconnu. Donc, à un moment, oui, on voit d'abord les problèmes potentiels, voilà, même s'ils sont peu probables, et ça crée, oui, l'angoisse. Et puis on va se dire, oui, mais dans ce cas-là, est-ce que je suis responsable? Et ça peut être un frein assez Et important. après, pour finir sur votre réponse, je vous dirais que malheureusement, ça tient essentiellement sur une volonté de femmes et d'hommes, d'un directeur ou d'une directrice d'école, d'un maire d'une collectivité et d'un organisme gestionnaire. Ouais. Voilà. Volonté des parties prenantes et l'implication, parce que vous avez dû mettre quand même pas mal d'énergie pour porter ça, et puis 1 an pour convaincre, enfin, c'est beaucoup de temps, quoi. Et d'énergie. L'énergie, on l'a mis à 3 niveaux. On l'a mis au niveau national, c'est-à-dire de faire croire et de faire admettre que les enfants polyhandicapés pouvaient aller à l'école, d'avoir créé le cahier des charges avec l'éducation nationale, la DGESCO, de l'avoir publié, de se dire en fait, on va le faire et voilà comment ça va se passer. Et l'étape la plus importante, c'est l'opérationnalité de ce projet-là, dans le concret, comment ça fonctionne. Ouais, ouais, bien sûr.
Ok, si vous aviez un conseil à donner à une asso qui a ça comme ambition, comme projet, la première étape ou le bon conseil, ce Moi, serait je vous quoi? dirais, il y en a deux, c'est de saturer de la volonté de tous les partis. Et après, et c'est là où on se rend compte que malgré toute la bonne volonté, c'est saturer du financement. Ouais. Donc, voilà. Parce qu'il ne s'agit pas de déshabiller l'établissement où sont accueillis les enfants polyhandicapés au profit d'une unité d'enseignement externalisée. Ouais, bien sûr, un moyen constant, comme on entend souvent, c'est plus compliqué. Et l'ARS, comment, comment on va les convaincre? Qu'est-ce qui, pour l'Île-de-France, qu'est-ce qui les a touchés? Qu'est-ce qui les a portés? Qu'est-ce qui les a convaincus? Alors, pour le coup, on a quand même des plans nationaux polyhandicap. Le polyhandicap est la deuxième priorité, on va dire, sur l'échelle nationale, en matière de financement et d'aide. Ça ne veut pas dire pourtant que la scolarité des enfants polyhandicapés est une priorité. Après, c'est aussi des choix des régions et des ARS de financer ce type de dispositif. L'ARS Île-de-France a quand même un regard extrêmement bienveillant sur la notion du polyhandicap en matière de développement, de transformation de l'offre et d'idées nouvelles surtout. Ils sont extrêmement à l'écoute et proactifs. Et nous, en tant qu'organisme gestionnaire, alors je ne le dirai pas avec toutes les ARS, mais en tout cas avec l'ARS Île-de-France, on a pu créer des projets complètement novateurs et qui n'existaient pas sur le territoire national en fait. Ok. Sur la base d'article 51 ou même pas d'autres financements, de Non, pas projets comme forcément par la ça, base de l'article spontanés? 51. Non, 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 pas Ok. forcément. Ouais, donc ça montre vraiment aussi la volonté d'innover et de soutenir les initiatives. En fait, à partir du moment où on a un projet qui est cohérent, alors toujours ça va coûter de l'argent, qui permet de répondre à, quand même à des notions d'inclusion. Alors pour moi, l'inclusion, c'est pas simplement aller dans le droit commun, mais de pouvoir répondre à des notions de comment on peut vivre ensemble malgré des besoins bien différents et spécifiques. Et une ARS qui est plutôt à l'écoute de ce qui est nouveau, c'est-à-dire de ne pas reproduire ce qu'on connaît déjà, on peut avoir quand même une chance de pouvoir réussir à développer des projets assez sympas pour les personnes handicapées, voire polyhandicapées. L'idée de l'association, nous, on a toujours créé des projets qui n'existaient pas et c'est pour ça qu'on a toujours été financé, en fait. Donc, on s'est toujours posé la question de qu'est-ce qui n'existe pas aujourd'hui sur le territoire national et qui pourrait répondre au plus près des besoins des familles, puisqu'on se rend compte que finalement, tel qu'il est constitué, le secteur du médico-social ne répond pas tout à fait et que l'idée, c'est de pouvoir s'appuyer sur l'expertise familiale et des organismes gestionnaires pour pouvoir créer des idées un peu nouvelles. Ouais, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui évoluent et on est sur des établissements qui fonctionnent, mais qui ont été pensés il y a comme maintenant un certain temps et qui du coup répondent plus tout à fait. Euh, ok, ça c'est un projet que vous venez de mener qui a quand même été bien concrétisé. Pour finir, est-ce que c'est quoi la prochaine étape? Est-ce que vous avez un nouveau projet innovant en tête Pour le c'est coup, quoi la suite? sur les unités d'enseignement, on en a créé deux. Alors, c'est assez rare sur le département. On a aussi la chance d'avoir, aux côtés de l'association, un soutien politique fort au niveau national, donc ce qui nous aide aussi à ouvrir nos classes, enfin, nos classes. Deux autres projets qui sont extrêmement innovants, qui n'existent pas sur le territoire national. On ouvre là ce qu'on appelle un SAMSA. Donc, c'est un service d'accompagnement à domicile pour des adultes polyhandicapés. Ça n'existe pas aujourd'hui sur le territoire national. Donc, on a ouvert dans le 91 le premier SAMSA national. Donc, on en est assez content. Et l'autre chose qu'on a ouvert il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, c'est la première plateforme handicap rare épilepsie sévère sur Paris, en se disant que la question du handicap, on n'est plus dans la campagne, on est en plein cœur de Paris. On va mettre au centre du dispositif la notion de choix avec la possibilité d'accueil complètement alternatif, où aujourd'hui, on a la possibilité d'aller soit en CESAD, soit en IME, soit dans de l'hébergement individuel, soit dans des hébergements alternatifs. Voilà, donc on a créé toute une plateforme d'accompagnement pour les grands épileptiques et le handicap rare. Très bien. Bah, merci pour toutes ces infos, ce partage. C'est vraiment super intéressant de voir qu'il y a des choses qui avancent et qu'il y a des options, quoi. Je veux dire, on est souvent euh, peut-être un peu, comment dire, Mais en fait, on a en deux positions. difficulté. Ouais, mais on a deux Ouais, positions là-dessus. Soit on a une position déprimée, où on se dit qu'on est toujours contre, ou alors rien ne va pas, et on ouais, c'est l'entend, ça. moi je l'entends avec des collègues, il n'y a rien qui va, on n'a pas d'argent, l'État ne nous aide pas, machin. Bon. Et c'est vrai, enfin pour le coup, mais par contre, si on reste dans cette position déprimée, finalement, on se fige là-dedans et on n'avance pas.
ou alors soit on est dans une position assez proactive, et c'est l'idée que moi j'ai pris au niveau des tout petits en disant, OK, en fait, on est à moyen constant, pourquoi pas? Par contre, on va essayer de trouver d'autres moyens qui sont peut-être pas ceux qu'on connaît habituellement, et on va essayer de créer. Moi, l'idée, ça a été toujours de créer et de développer l'association, non pas pour que ce soit une grosse association, mais pour répondre à toutes ces familles qui n'ont pas de solution aujourd'hui, en fait. Ouais. Donc, Non, et mais du c'est une approche qui est très Ouais, intéressante. je trouve que le monde il est déjà assez compliqué, encore plus pour les personnes qui ont des enfants en situation de handicap. Alors, si nous, qui nous en occupons, on est sur une position très déprimée où rien ne va, ça va être compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat à mener, bien au contraire, il y en a plein des combats à mener. Mais pour mener un combat, il faut être un tout petit peu optimiste parce qu'il faut avoir au moins l'idée d'y croire qu'on va réussir à le mener. Sinon, ça marche pas. Si on veut plus d'infos, si on a besoin d'un soutien, est-ce qu'on peut vous contacter? Est-ce que vous intervenez? Comment on peut faire si voilà, une asso veut en savoir plus sur tout ce que vous faites? Vous avez un Eh ben, site écoutez, internet? on a un site internet qui est lestoutpetits.fr, je crois. On a un site Facebook, voilà, mais en tapant les tout petits, on va vite nous retrouver. On a un compte LinkedIn et je crois même qu'on est sur Instagram. Mais, D'accord. Super. Eh ben, merci pour toutes les infos et puis ben, peut-être à bientôt voilà pour en savoir peut-être plus sur tous ces projets qui arrivent et qui sont dans les tuyaux. eh ben, écoutez, je vous Merci. remercie. Très bonne journée. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.